Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Bienvenue dans ce Demande à Cédric numéro 30, une dizaine de plus. On se rapproche cruellement de mon âge. Et donc, Demande à Cédric numéro 30, nous sommes le 4 novembre 2016. Il est 15h et de 15h à 16h, je vais répondre pendant 1 heure en direct aux questions des membres plus. Donc, si vous n'êtes pas encore membre gratuit, vous n'hésitez pas, vous vous rendez sur l'accueil de mon site. Donc, pour ce faire, eh bien, vous pouvez tout simplement vous rendre sur l'accueil de Google. Lorsque vous êtes sur celui-ci, vous tapez formation informatique avec Cédric, vous allez arriver ici. Faites attention de ne pas cliquer sur une annonce. Vous voyez le petit symbole vert qui se trouve ici. Vous cliquez bien ici, formation informatique avec Cédric pour les débutants. Vous cliquez, à partir de là, vous allez être redirigé sur mon site internet. Là, vous identifiez le bandeau bleu, vous mettez votre prénom, votre adresse email, vous cliquez sur oui, je veux m'inscrire. Vous allez recevoir un mail qui va vous permettre de cliquer sur le lien qui se trouve à l'intérieur. C'est pour lutter contre le spam, pour ne pas que quelqu'un d'autre puisse inscrire votre adresse dans les champs qui se trouvent ici. Et puis comme ça, vous aurez accès à votre espace membre qui vous permettra d'accéder à toutes les vidéos gratuites que je vous offre et notamment les retransmissions et les retranscriptions de ces demandes à Cédric que je réalise les 7 premiers jours du mois pour les membres plus. Allez, l'annonce étant terminée, nous allons pouvoir démarrer s'il y a des premières questions, s'il y a des premiers arrivants. Alors, bonjour à toutes et tous qui venez de nous rejoindre. Ça y est, nous sommes un petit peu plus nombreux que tout à l'heure. C'est vrai que j'ai mis le lien un petit peu plus tard que d'habitude, mais malgré tout, vous arrivez à vous y connecter. Donc Sébastien, bonjour. Morissette, bonjour à tous. Yves, bonjour Cédric, bonjour Yves. Alexandra, bonjour Cédric et à toutes. Bonjour Alexandra, bonjour Yves. Denis, bonjour Cédric et à tous, j'ai un PC portable natif en Windows 8. J'ai fait la mise à jour vers Windows 10 puis une réinstallation de 0. La suite va arriver, donc je vais l'attendre. Philibert, bonjour Cédric, bonjour Philibert. Morissette, rebonjour Cédric, souci dans Dashlane, ils me disent que mes mots de passe ne sont pas générés dans Password, changer. Faut-il le faire? Alors, bonjour Cédric, bonjour à tous, vidéo et son ok, bonjour Lucien, bienvenue parmi nous. Aussi, alors, Morissette, aussi, ni synchronisé, ni sauvegardé, je comprends plus. Alors, bonjour Gabriel, et à vous tous, pour la souris c'est résolu, parfait Gabriel, content de l'apprendre. Donc, Denis, j'attends la suite de votre question pour pouvoir y répondre. Et Morissette, alors concernant Dashlane, ils me disent que mes mots de passe ne sont pas générés dans Password. Changer, faut-il le faire? Alors, je ne sais pas ce qu'est Password changeur. Est-ce que c'est une option dans Dashlane qui vous permet de générer automatiquement des mots de passe? Personnellement, je ne le fais pas. Je ne génère pas mes mots de passe avec Dashlane. Pour quelle raison? Eh bien, tout simplement parce que même si dans le générateur de mots de passe que je vous avais montré il y a un petit moment de cela, je vais repartager mon écran et on va regarder ça ensemble. Je préfère plutôt que, si vous voulez, laissez Dashlane gérer mes mots de passe parce que vous avez la possibilité, lorsque vous arrivez sur un site, il vous dit générer avec Dashlane. Le souci de ça, c'est que ça va être un petit peu, un peu problématique pour après les noter, pour après les stocker, etc. Donc, en général, ce que je fais, c'est je vais sur Google, je choisis générateur de mots de passe, voilà. À partir de là, il y en a un qui apparaît tout en haut, c'est celui-ci, générateur de mots de passe en ligne, je vous en avais déjà parlé. Vous arrivez ici sur ce site, vous choisissez en fait les caractéristiques de votre mot de passe, si vous voulez qu'il y ait des chiffres, des majuscules, des minuscules, des caractères spéciaux, ne pas inclure certains caractères comme les 0, les O, les I, les 1, pour pas qu'il y ait de confusion quand vous allez visuellement les regarder. Et le nombre de caractères pour le mot de passe. Ensuite, le nombre de mots de passe créés, si vous voulez en générer plusieurs en une seule fois, ça vous évite d'avoir à le refaire à chaque fois. Vous pouvez très bien venir ici et vous dire je vais générer 10 mots de passe avec ces combinaisons de touches. Donc moi je rajoute les caractères spéciaux.
Une fois que vous êtes dans les caractères spéciaux, eh bien, vous pouvez choisir ceux que vous voulez ajouter ou enlever. Moi, en général, je laisse tous et je choisis créer le mot de passe. Et là, eh bien, il m'a généré 10 mots de passe avec 10 mots de passe qui contiennent 8 caractères. Alors, en général, je mets plutôt 12. Voilà. Créer le mot de passe, je m'étais un peu trompé. Voilà, donc là, vous vous retrouvez avec 10 mots de passe qui possèdent 12 caractères. Donc avec ces mots de passe-là, vu qu'il y en a 10, vous pouvez les stocker et les utiliser. Et ensuite, après, donc ce qui est très important, c'est que moi, quand j'arrive sur un site et que je dois m'enregistrer, je mets un mot de passe de ce type, je l'enregistre sur mon drive, vous pouvez l'enregistrer sur un carnet si vous n'êtes pas forcément familiarisé avec la procédure, mais l'objectif, c'est qu'à partir du moment où vous avez la validation 2 étapes, en théorie, votre drive est bien protégé, et à partir de ce moment-là, vous pouvez y stocker vos mots de passe. C'est en tout cas ce que je fais. Après, vous pouvez, si vous préférez, les noter sur un petit carnet, et puis ça vous permet comme ça de les avoir avec vous. Et à ce moment-là, vous générez un mot de passe différent pour chaque site, et ensuite, Dashlane les mémorisera. Mais je vous déconseille de générer le mot de passe, parce que sinon c'est plus contraignant de générer le mot de passe, et ensuite d'aller voir dans Dashlane quel mot de passe était utilisé pour telle application. Il vaut mieux que vous le sachiez avant, que vous le mettiez, et comme ça vous permet d'avoir une sécurité maximum, tout en étant, on va dire, contrainte minimum. Évidemment, quand je dis contrainte minimum, il y a quand même des contraintes, puisque ça veut dire qu'il faut avoir ces mots de passe, qu'il faut les générer, qu'il faut les stocker quelque part, qu'il faut les copier-coller ou qu'il faut les retranscrire. Moi, ce que je vous conseille, pour votre petit carnet dont je vous parle un petit peu tout le temps en vous disant de l'avoir à côté de vous, c'est que vous pouvez faire un document Word où vous faites des copier-coller. Et à partir de là, vous imprimez ces mots de passe, vous les découpez, vous les mettez dans votre petit carnet. Ça évite de vous tromper à la fois dans les majuscules, dans les minuscules, dans les caractères spéciaux, dans les espaces, etc. Au moins en faisant un copier-coller, vous êtes sûr que vous ne vous êtes pas trompé. Voilà, sachant que dans la plupart des cas des mots de passe, que ce soit sur mon site, que ce soit sur les autres sites avec lesquels vous vous serez enregistré, vous pourrez les modifier si toutefois vous ne vous en souvenez plus. Voilà, ça c'est surtout pour les mots de passe sur Internet. Pour ce qui est des mots de passe sur Windows, là, il vaut mieux se souvenir de votre mot de passe initial, comme de votre mot de passe maître de Dashlane. Voilà Morissette, je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair pour répondre à votre question. C'est vrai que Password Changer, je ne sais pas si c'est quelque chose au sein de Dashlane ou si c'était une question plus particulière sur la génération des mots de passe depuis Dashlane. En tout cas, quand vous êtes dans Dashlane, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer, vous avez un niveau de sécurité. Vous allez rire quand vous allez voir le mien, sécurité, voilà. Donc là, quand vous êtes dans Dashlane, vous avez sécurité et il vous dit, voilà, mot de passe faible ou réutilisé avec 3 sites, remplacez-le avec Password Changer, ça doit être ça dont vous me parlez, Morissette, tiens, je viens de le découvrir. Donc là, moi, si je devais faire cette modification-là, je le ferais à la main. Je regarderais les sites en question qui sont mal protégés et ensuite, voilà. Donc plus votre score de sécurité est haut, mieux c'est. Vous voyez que le mien n'est pas terrible. J'ai des mots de passe qui sont anciens, des mots de passe qui sont réutilisés, des mots de passe qui sont faibles. Et donc au total, ça fait un niveau de sécurité qui est bas. Mais si vous suivez mes recommandations de générer des mots de passe et de les mettre sur les sites, là vous allez voir votre niveau accru, surtout si vous mettez un mot de passe différent pour chaque site, puisque désormais Dashlane est capable de tout générer. Mais j'ai tellement de mots de passe qu'il faudrait que ce serait trop compliqué pour moi d'avoir à tout remettre. Voilà, Morissette, j'espère que j'ai été suffisamment concret. Je vais continuer avec la question de Denis qui continue. Donc, bonjour Cédric, bonjour à toutes et tous. J'ai un PC portable natif en Windows 8, Windows 8.1. J'ai fait la mise à jour vers Windows 10, puis une réinstallation de 0. D'accord ? Parfait. Sur mon disque dur, j'ai 2 partitions, C, Windows, et D, partition de récupération native sur mon PC fournie par le constructeur. Cette partition m'est inutile car je ne veux pas revenir sur Windows 8.1. Absolument, tout à fait, Denis, je vous suis jusque-là. Je n'ai pas osé la supprimer lorsque j'ai réinstallé Windows et Windows 10. Ma question est, faut-il formater D pour la fusionner à C ? De plus, il y a d'autres partitions.
Alors, Denis et d'ailleurs toutes les autres personnes, je vois exactement ce dont vous voulez parler. Je vais essayer d'expliquer les choses le plus clairement possible. Lorsque vous achetez un ordinateur portable, dans la plupart des cas, c'est un ordinateur portable d'un constructeur et lui, c'est réservé des partitions que vous ne voyez pas quand vous faites Windows E pour faire apparaître votre explorateur de fichiers. Voilà, je vais mettre ça ici. Pardonnez-moi, je réorganise un peu pour pouvoir... voilà. Donc, ici, vous avez donc un certain nombre de partitions qui sont visibles, et notamment, moi, ici, on voit que j'ai mon disque... chaque disque dur qui se trouve ici, c'est un disque dur physique de mon ordinateur. Je n'ai pas de partition. Néanmoins, si je fais un clic droit ici dans le menu démarrer, je fais un clic droit, je choisis gestion du disque. Ici, on s'aperçoit que mon disque numéro 1, dès que ça va arriver, quand mes disques durs vont se réveiller, s'ils se réveillent un jour, voilà. Donc ici, on s'aperçoit donc que j'ai 4 disques durs physiques, ils sont là, 0, 1, 2, 3, 4, et on s'aperçoit que mon disque 0 est partitionné, vous voyez, en 2 partitions. La partition C, que l'on voit ici dans l'explorateur de fichiers, la partition C, mais on ne voit pas la première partition qui se trouve ici, qui est par exemple réservée au système. Et donc lorsque vous allez acheter un ordinateur portable, il est possible qu'il y ait d'autres partitions comme celle-ci qui soient cachées et qui contiennent notamment des fichiers de restauration pour pouvoir restaurer votre ordinateur en version usine. Et ce dont nous parle Denis actuellement, c'est qu'il a acheté un ordinateur portable avec Windows 8 et que, eh bien, il y a sûrement des partitions qui sont réservées pour pouvoir réinstaller ce système Windows 8. Et comme il le précise à juste titre, maintenant qu'il est passé à Windows 10 et qu'il a fait une réinstallation de 0, eh bien, s'il devait faire une réinstallation d'usine, il repasserait à Windows 8.1. Alors, est-ce que c'est embêtant eh bien, de supprimer ces partitions? Je dirais non. La seule chose, c'est que si vous les supprimez, vous ne pourrez plus revenir à Windows 8. L'avantage de revenir à une restauration d'usine, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a, celle qui est la plus évidente, c'est quand on est vraiment débutant, qu'on ne sait pas du tout quoi faire et qu'on a un très très gros souci, eh bien c'est plus facile de revenir à la restauration d'usine, entre guillemets évidemment, que d'avoir à faire une réinstallation de 0. Donc c'est à peu près le seul avantage. Néanmoins, si c'est votre première année ou deuxième année, si votre ordinateur est garanti 2 ans, je vous déconseille malgré tout de supprimer ces partitions pour la bonne et simple raison que si vous avez le moindre problème avec votre ordinateur, l'idéal, ce serait que vous fassiez des sauvegardes avant de le renvoyer en garantie, que vous puissiez repasser sur la réinstallation d'usine pour qu'ils se disent bon voilà, il n'a pas fait trop n'importe quoi. Donc ça, c'est un petit peu la seule chose que je vous conseillerais, c'est-à-dire si toutefois vous êtes encore sous garantie, n'effacez pas ces partitions. Et enfin, le fait d'effacer les partitions, comme je l'ai montré dans la vidéo outil sur fusionner les partitions, vous vous apercevez que pour fusionner des partitions, il faut recasser toutes les partitions du disque. Donc là, vous allez perdre, donc sauf si vous utilisez un logiciel qui vous permet de réorganiser les partitions, mais encore une fois, c'est pas quelque chose forcément que je conseille, non pas parce que c'est pas bien, mais voilà, dans le principe, je ne vois pas ce qui se passe et du coup, je me dis, si lui il rate la fusion de partitions, je vais tout perdre quoi qu'il arrive, donc autant que je reparte de 0. Donc si j'étais à votre place, Denis, si j'étais à ta place, pardon, je ferais 2 choses. Soit j'ai le courage de tout réinstaller mon système, et dans ce cas-là, je fais mes sauvegardes, je casse mes partitions, je reformate mes disques et en même temps, donc en cassant mes partitions, je fais une réinstallation complète. Première solution. Deuxième solution, je change de disque dur, c'est-à-dire si tu n'avais pas un SSD par exemple et que tu avais un disque classique et que tu as envie de passer au SSD, c'est l'occasion de le faire, parce que le SSD c'est vraiment super. Et enfin, si tu n'as pas le courage de faire une réinstallation complète, parce que ça veut dire faire des sauvegardes, récupérer les pilotes, etc., dans ce cas-là, tu peux rester comme ça, ou éventuellement utiliser un logiciel qui va fusionner tes partitions, mais encore une fois, moi c'est quelque chose que je ne ferai pas, je préfère recasser moi-même les choses, et reconstruire, c'est comme si...
je faisais appel c'est comme si j'étais maçon et que je faisais appel à un maçon extérieur, bon bah peut-être il va bien travailler, mais c'est un petit peu plus aléatoire que si c'est moi qui le fais. Voilà, si je suis maçon de métier, voilà, je connais mes compétences et je me dis, si je dois reconstruire ma maison, je vais plutôt le faire moi-même, plutôt que de déléguer ça à un autre maçon dont je ne connais pas le métier, même si je sais qu'il est bien. Des logiciels comme Partition Magique ont la capacité de fusionner ces mêmes partitions, mais on ne sait jamais comment va travailler ce logiciel ou ce maçon en particulier, pour reprendre cette métaphore. Donc voilà. Personnellement, à ta place, Denis, soit je changerai de disque dur pour passer un SSD si tu n'as pas un SSD, soit je casserai les partitions en faisant une réinstallation complète. Voilà, Denis, c'est mon avis sur la question. Après, évidemment, ça dépend un petit peu de ce que tu es prêt à faire, de ce que tu as envie de faire, de ce que tu n'as pas envie de faire, et de ce que tu te sens de pouvoir faire. C'est pas forcément compliqué vu que tu as déjà fait une réinstallation de zéro pour ton Windows 10, donc ça va pas changer grand chose, c'est exactement la même manipulation, si ce n'est qu'il faut que tu casses tes partitions au moment de l'installation de ton Windows. Voilà, j'espère que j'ai été suffisamment clair. N'hésite pas s'il te manque des précisions, s'il y a des choses que tu n'as pas bien compris, tu n'hésites pas. Alors, Morissette, ok Cédric, je vous écoute, vu le pro que vous êtes, merci. Alors, en parlant de ça, c'est assez amusant de dire ça, merci Morissette en tout cas. C'est vrai que j'ai certaines compétences, évidemment, je fais de l'informatique depuis longtemps, mais il faut pas tout le temps que vous écoutiez ce que je vous dis. Évidemment, la plupart des conseils que je vais vous donner sont bons, sont justes, enfin en tout cas ils sont justes par rapport à mon point de vue, mais ils sont pas forcément bons par rapport aux vôtres. Quand je vous dis faites une réinstallation, je conseille là à Denis de faire une réinstallation. Bon, je pense qu'il n'y a pas de problème, Denis doit savoir faire des réinstallations vu qu'il l'a déjà fait, mais si je donne le conseil à quelqu'un d'autre et que quelqu'un d'autre se dit oh là là mais non, une réinstallation, je suis incapable de refaire ça, et bien dans ce cas-là, voilà, ne le faites pas, évidemment, vous n'allez pas le faire, mais ce que je veux dire par là, c'est pas parce que je vous donne ce conseil-là que c'est forcément le mieux pour vous. Moi, je vous dis souvent par rapport à ce que je ferais par rapport à moi, par rapport à ce que je sais, par rapport à mes compétences. Mais si par exemple, pour reprendre mon analogie avec le maçon tout à l'heure, si par exemple vous commencez à faire de la maçonnerie et que vous connaissez quelqu'un qui est super fort en maçonnerie, bah autant le faire par ce maçon-là plutôt que de le faire vous-même si vous avez le choix. Donc ce que je veux dire par là, c'est que j'essaye au maximum de vous donner les informations les plus pertinentes, et parfois il m'arrive de me tromper dans ce que je vous raconte, hein, ça peut arriver des fois, soit parce que je pense que ce que je vous dis est juste et c'est faux, et soit des fois j'ai pas l'information et le fait de la glaner n'est pas toujours l'information la plus précise, de même quand je vous transmets les choses. Donc j'essaye de le faire au mieux, tout ce que je vous indique, les manipulations, les choses, c'est il n'y a pas de choses cachées, mais voilà, je suis pas infaillible, je peux me tromper, je peux dire des choses qui sont incohérentes pour d'autres personnes. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que des fois je vais donner des informations qui vont être filtrées, c'est-à-dire que je vais réfléchir aussi pour la personne qui me pose la question, et je vais pas forcément dire quand je parle. J'ai l'exemple, par exemple, j'ai fait les vidéos-outils sur le formatage. Et quand je dis, quand vous allez formater votre disque, vous allez perdre toutes vos données, eh bien, je dis ça, évidemment. Quelqu'un va pouvoir me dire, non, mais tu perds pas tes données, si tu fais un formatage rapide, ça n'efface que le fichier index, ça n'efface que la FAT, tu peux récupérer des choses si t'as pas effacé les clusters du disque, etc. Évidemment. Par contre, quand je donne l'information, c'est une information qui est filtrée, et je dis, vous n'allez pas pouvoir récupérer vos données pour que ce soit clair dans votre tête, que vous vous disiez, si je fais cette opération, c'est fini, pour que vous ayez cette conscience du fait que vous pouvez perdre vos données et que les récupérer ne sera pas forcément chose facile à la portée de tout le monde. Donc, à la fois, quand je vous donne des infos, des fois elles sont filtrées, des fois elles sont inexactes parce que j'ai pas tout le temps les bonnes informations, et quand je vous donne l'information, je pense qu'elle est exacte et c'est pas toujours le cas. Et dans la majorité des cas, j'essaye d'être le plus précis possible. Voilà. Donc merci en tout cas Morissette de me faire confiance. Il faut que vous fassiez vos propres expériences, il faut que vous fassiez vos propres tests, et ça c'est aussi valable dans la vie. Je pense notamment aux médecins. Je veux pas m'attirer les foudres des médecins, bien au contraire, ils sont là, c'est très bien. Mais quand ils posent un diagnostic, il faut aussi que vous puissiez vous dire, c'est pas parce que lui vous l'a dit que c'est forcément vrai, que c'est forcément quelqu'un qui, j'en sais rien moi, qui débute sa carrière de médecin, qui sort de médecine, qui a fait toutes ces années de médecine, mais néanmoins
il n'a pas toute l'expérience d'un médecin qui va avoir 60 ans, et voilà, il n'aura pas vu le même nombre de choses, et il n'aura pas forcément la même expertise qu'un médecin qui a 60 ou 40 années d'expérience. Et donc voilà, il faut aussi que vous puissiez rester critique par rapport à tout ce que vous allez entendre, que ce soit les choses que moi je vous dis, que ce soit les choses de personnes dont vous estimez que ce sont des experts. Essayez de toujours rester critique, essayez toujours de prendre plusieurs avis, essayez de vous renseigner, voilà, pour continuer justement d'avoir ce sens critique et de ne pas se dire voilà, je l'écoute, il m'a dit de faire ça, je le fais. C'est un peu l'exemple de jetez-vous dans la Seine si quelqu'un vous le dit. Bon, vous n'allez pas forcément le faire, ça paraît évident. Là c'est un peu pareil. Bon, évidemment, quand je vous donne des infos, j'essaye toujours de le faire pour que ce soit le plus pratique pour vous. Voilà, une petite digression au passage. Alors, Michel, bonjour Cédric, bonjour à toutes et tous. Bienvenue parmi nous, Michel. Sébastien, que pensez-vous de Isus Partition Master? Alors, je ne connais pas ce logiciel, j'ai déjà entendu parler de ça. Sébastien, je ne sais plus ce qu'il fait. Ou alors c'est peut-être partition, Isus partition. Ah pourquoi il veut pas faire ce que je lui demande là? Master. Alors, Isus partition master, d'accord, non, c'est ça. Alors, gestion de partition pour disque dur. Alors, comme je vous disais, on est toujours dans ce cadre de gestion des partitions. Comme je vous disais, moi déjà, les logiciels de partition, c'est pas quelque chose que j'utilise, que ce soit Partition Magique, que ce soit le logiciel dont nous parle Sébastien là sur le chat. Voilà, vous pouvez les essayer, vous pouvez les faire fonctionner, mais moi je pars du principe, si vous voulez, que quand vous avez votre disque dur, déjà sa structure doit pas évoluer, enfin elle peut évoluer au fil du temps, mais si vous voulez, la structure d'un disque dur, que ce soit le fait d'avoir des partitions ou de ne pas avoir justement de partitions, eh bien c'est comme votre maison, ce sont un peu les fondations de votre système. Donc est-ce que vous avez envie de bouger vos fondations de façon assez drastique, parce que voilà, la repartition, c'est quand même quelque chose où il y a des choses qui bougent et des choses qui peuvent ne pas bien fonctionner. Donc dès lors où vous avez décidé de modifier la structure de votre maison, enfin de votre disque dur en l'occurrence, ne vaudrait-il mieux pas, vu qu'on a plus la possibilité de le faire avec un disque dur qu'avec une maison, eh bien repartir sur des bases saines? C'est comme si je vous disais, en 2 jours, vous pouvez reconstruire totalement votre maison si vous avez décidé, qu'il y a des pièces qui n'étaient pas bien à cet endroit-là, parce que ce serait mieux d'avoir 3 pièces plutôt que d'avoir 2 pièces parce qu'on vient d'avoir un enfant, etc. C'est peut-être un peu ce que vous vous dites avec votre disque dur. On avait 2 pièces, on avait 2 partitions. Mince, il y a un enfant qui vient d'arriver, on a besoin d'une 3e partition. Je sais pas moi, j'avais de la musique avant et j'avais des photos, et maintenant j'ai des films. Je voudrais bien mettre ces films sur une 3e partition. Bon voilà, est-ce que c'est mieux de rajouter des cloisons ou de repenser complètement la maison pour ces 3 partitions, avec l'électricité qui va être bien, avec le circuit d'eau qui va être bien? Et le disque dur, pour moi, c'est pareil. Vous pouvez utiliser ces logiciels, ça va bouger les pièces, ça va bouger les choses, mais rien ne vaut une repartition dès le départ. Et comme ça, vous êtes sûr que votre Windows sait où sont ses petits, vu que c'est lui qui a créé les partitions. Encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire que ces logiciels ne fonctionnent pas et qu'ils ne pourraient pas vous apporter pleine satisfaction. Je dis juste que si vous partez sur une restructuration de vos disques, c'est un petit peu à vos risques et périls. Mais ça peut marcher, hein. Et ça doit marcher, à mon avis, dans 99% des cas. Moi, personnellement, j'aimerais pas trop bouger mes partitions. Je me dirais toujours, est-ce que c'est pour ça que ça marche plus bien? Est-ce que, voilà, j'aurais toujours un doute, et quand j'ai des doutes, je préfère réinstaller. Mais encore une fois, la réinstallation, c'est pas forcément quelque chose que tout le monde a envie d'expérimenter ou avec qui tout le monde est à l'aise. Je vous prends l'exemple, ne serait-ce que de moi là. J'ai changé ma carte graphique il y a pas très longtemps. J'étais chez AMD et je suis passé chez Nvidia. Et je sais que dans mon système, j'ai eu beau faire la désinstallation, j'ai vu l'autre jour que j'avais encore des morceaux de bribes de code d'AMD, et ça m'ennuie. Il faudrait que je fasse une réinstallation pour repartir d'un système propre et me dire voilà, tout est optimum. Bon, je vous cache pas que là, le système fonctionne à peu près bien, tous mes logiciels sont bien paramétrés, il faudrait que je réinstalle tout.
je vous avoue que la tâche me fait un peu peur. C'est 2 jours, voilà, si je le fais, c'est 2 jours pour tout réinstaller et 2 semaines pour me remettre dans mes petites habitudes. Donc j'hésite toujours à franchir ce pas et le jour où ça déconne trop, je me dis bon allez, ça y est, j'en peux plus, je fais la réinstallation. Donc voilà, mais je vais pas essayer de réparer, je vais pas essayer de nettoyer mon système, ou enfin voilà, je repars de zéro, on remet les fondations à zéro et voilà. Donc Sébastien, je peux pas tout à fait vous donner mon avis là-dessus, puisque à la fois je l'utilise pas et à la fois je ne l'utiliserai pas même si j'avais besoin de le faire. Alors Tania, bonjour Cédric et bonjour à tous. Ce matin, j'ai effectué le règlement de l'option téléchargement. Ensuite, j'ai téléchargé une vidéo avec succès. Merci amicalement Tania. Formidable Tania. Eh bien, merci beaucoup. J'ai en effet vu le règlement passer et j'ai pas réalisé que c'était vous qui aviez acheté, vu que vous l'avez fait par l'intermédiaire de votre ami. Donc en tout cas, j'espère que tout a fonctionné correctement et que vous avez pu ajouter, vous, sur votre compte, l'option téléchargement. Éventuellement, je regarderai, mais si ça a fonctionné, donc c'est que ça doit être bon. C'est formidable. Alors, Tania, votre gorge va mieux, pensez au miel. C'est vrai que je ne pense pas suffisamment au miel. J'ai du miel dans mes placards, mais c'est du miel châtaignier. Il est trop fort pour moi. Il faut que je prenne quelque chose de plus doux, donc je pense que j'y penserai un peu plus tard. Quoique là, les demandes à Cédric, il y a encore 3 sessions, donc samedi, dimanche et lundi. Donc demain, c'est de 11h à midi. Dimanche, c'est de 10h à 11h. Et lundi, ce sera de 9h à 10h pour notre dernier demande à Cédric du mois de novembre. Voilà, donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser. Bien évidemment, il reste toujours le lien avec le forum par l'intermédiaire duquel vous pouvez poser vos questions. Tania nous dit que Cédric a dû faire une partition de sa gorge. Pour l'instant, elle n'est pas encore en 2 morceaux, ma voix, tout va bien. Donc là, les fondations restent fragiles, mais elles tiennent. Voilà, je vais regarder si j'ai pas raté une question. Pour l'instant, on en est là. Donc Denis, tu nous tiendras au courant de savoir ce que tu veux faire, si tu veux utiliser le logiciel ou autre. Philibert, essayez le miel d'acacia. Merci Philibert, je vais essayer ça avec avec une petite tisane avant chaque demande à Cédric. Ça va être la prescription des médecins membres plus. Un petit clin d'œil pour Raymond qui n'est pas parmi nous, mais peut-être qui regardera la retransmission de ce demande à Cédric. Voilà, j'ai Raymond qui a fait un tutoriel pour Florence sur le forum en vidéo et j'ai trouvé ça vraiment super. Alexandra avait déjà évidemment fait beaucoup de tutoriaux vidéo où elle montrait un grand nombre de choses, mais c'est vrai que Alexandra ne fait pas de commentaires vocaux, donc on n'a pas le plaisir d'entendre le son de sa voix. Et là, Raymond a fait un tutoriel un petit peu comme je l'ai fait et il est très réussi. Si je peux juste me permettre une toute petite critique, Raymond, c'est par rapport sur votre micro, il y a du souffle, donc voilà, c'est la seule chose, mais sinon vraiment c'est parfait, et voilà, Florence a dû être ravie de voir ce tutoriel spécialement fait pour elle. Félicitations Raymond. Et Alexandra, n'hésite pas si tu veux faire des tutoriels où tu mets ta voix, c'est super. Ah ben Raymond est là, ok, si, je suis bien là. Bien le bonjour à tous. Eh bien bonjour, et voilà, merci pour ce tutoriel. On va pouvoir ouvrir une succursale de formation informatique avec Cédric dans chaque ville de France. Voilà, bon écoutez, plus de questions. Il est 15h25, je pense que d'autres questions vont arriver. On va pouvoir continuer. Je réfléchis à quelque chose. Je suppose que Alexandra, tu as vu que j'avais mis sur le forum, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire, si c'est bon, dans les vidéos outils, finalement j'ai intégré la vidéo aujourd'hui, ce matin, formater un disque dur et le partitionner. Donc là, avec les 2 dernières vidéos, vous êtes censé savoir comment formater un disque dur, comment partitionner un disque dur et comment fusionner des partitions d'un disque dur. Donc comme j'en parlais tout à l'heure, évidemment, ce ne sont pas des opérations bénignes, donc allez-y doucement, parce que là on parle d'effacer des données, on parle de restructurer le disque dur. Donc voilà, si vous avez besoin, je pense que ces 2 vidéos-là vous apporteront les informations dont vous avez besoin pour le faire.
Et en attendant, voilà, ça peut être utile si par exemple vous achetez un disque dur externe et que vous voulez par exemple formater votre disque dur parce qu'il était déjà formaté mais vous voulez le reformater en NTFS. Si vous voulez le partitionner en plusieurs partitions, parce que ce que je n'ai pas précisé dans les vidéos d'ailleurs, mais que lorsque vous créez une partition, vous pouvez déterminer qu'elle soit en NTFS, qu'elle soit en FAT, et donc si par exemple vous avez un disque dur de 500 Go et que vous voulez avoir 250 Go destinés à Windows et 250 Go avec lesquels vous pourrez à la fois mettre des choses sur votre disque Windows et à la fois sur votre disque Mac, eh bien vous pouvez avoir une partition qui soit Mac Windows si vous la mettez en FAT32. Et vous pouvez même avoir 3 partitions, une partition spéciale Windows, une partition spéciale pour les deux systèmes et une partition spéciale pour le Mac. Je me rappelle plus quel est le système de fichiers sur Mac, mais en tout cas voilà, vous avez cette possibilité là, vous pouvez fractionner votre disque dur en plusieurs partitions avec des propriétés pour chacune qui soient propres à chaque système d'exploitation, pour que voilà, vous puissiez, si par exemple vous avez acheté un disque dur de 4 Tera, vous pouvez très bien dire je mets 2 Tera à Windows, 1 Tera pour le tampon entre les deux et 1 Tera pour le Mac, et comme ça, eh bien ça vous permet d'avoir votre disque dur qui vous sert pour tous vos périphériques. Alors, une petite précision, après je regarderai s'il y a d'autres questions, une petite précision, c'est que plus vous allez acheter des disques durs qui sont gros, et plus quand vous allez les perdre, ça va être fatal. Donc, évidemment, on n'est jamais à l'abri qu'un disque dur casse, mais si par exemple vous achetez un disque dur de 4 Tera, et que vous le remplissez, sachez que avoir un disque de 4 Tera, ça veut dire qu'il faut aussi faire des sauvegardes de ces 4 Tera. Donc ça veut dire soit vous avez 4 disques d'un Tera, soit vous avez 2 disques de 2 Tera. Mais en tout cas, voilà, il ne faut pas que ça vous empêche de faire des sauvegardes. C'est pas parce que vous avez un gros disque voilà, que c'est qu'il vous faut ne pas faire des sauvegardes. Et donc, ça m'amène au point suivant. Quand vous avez 4 Tera et qui sont chargés, faites attention parce que plus le disque est gros et plus s'il y a une casse mécanique ou une casse électronique, eh bien plus vous allez perdre de données en une seule fois. Et le système des partitions ne sera pas forcément efficace dans ce cas-là, des partitions virtuelles, puisque si par exemple il s'agit d'un problème mécanique, comme ça peut arriver sur certains disques durs, eh bien voilà, toutes vos partitions seront détruites. Voilà, petite précision supplémentaire sur les disques durs. Alors, Raymond, j'ai déjà répondu sur le forum, d'accord, j'y suis passé ce matin, mais j'y repasserai demain, en théorie, ou peut-être dimanche, je ne sais pas trop. Alors, Alexandra, il me faudrait un bon micro. Très bien Alexandra, c'est noté, je vais y penser. Mais cela dit, si vous aviez un bon micro, là, la concurrence serait vraiment sérieuse. Là, il faut que je fasse attention, il ne faut pas trop que je vous encourage malgré tout. Parce que là, vous allez pouvoir monter votre propre chaîne, et là, je suis foutu, là. T'es trop performante. Philibert, on peut même voir la tête de Raymond sur le forum. Ah, j'ai pas fait attention. Sur le forum ? D'accord, il me semblait que sur le forum, son avatar, c'était le même que sur sa chaîne. Mais d'accord, j'ai pas fait attention. D'ailleurs, à ce propos, en parlant d'enregistrement, après je vais continuer les questions, mais je saute un peu du coq à l'âne parce que j'ai posé la question à Raymond sur le forum avec quoi il avait enregistré son tutoriel, parce qu'il me semble que Slamek du forum nous avait posé la question de savoir comment est-ce qu'il pouvait enregistrer son écran de façon gratuite. Et c'est vrai que moi, les solutions que j'avais proposées, c'était plutôt des solutions payantes parce que la solution que j'utilise, c'est une solution payante. Et les autres solutions que j'avais vues sur Internet, c'était plutôt des solutions payantes. Je lui avais parlé donc de ce que... du GeForce Experience quand vous avez une carte Nvidia. Donc je l'ai testé. C'est vraiment très très impressionnant. Alors je sais pas si ça vient de ma nouvelle carte graphique qui est relativement puissante et voilà, mais au niveau de l'enregistrement c'est vraiment super. Je ne sais pas si c'est disponible sur toutes les cartes Nvidia que vous pouvez acheter. Est-ce que vous avez le GeForce Experience dès lors où vous achetez une carte Nvidia, parce qu'une carte Nvidia ça vaut aux alentours de 30 € je crois les premiers prix, mais je sais pas si est-ce que dans les premiers prix vous avez ce logiciel. Je ne saurais pas vous dire. Et j'ai trouvé, un petit peu par hasard, parce que je regarde pas mal de vidéos sur YouTube, j'ai trouvé quelqu'un qui parlait d'enregistrer son écran et de façon gratuite. Et je ne sais pas, Open Browser, est-ce que c'est ça ? Non, ça doit pas être ça. Alors, il
il s'agit d'un logiciel pour enregistrer, que ce soit son écran ou les jeux ou ce genre de choses, et il est totalement gratuit. Il est un petit peu compliqué à paramétrer, mais bon, au final, une fois qu'on suit la vidéo, je vais essayer de retrouver ça. Je vais regarder dans mon historique YouTube, voir si je peux retrouver la vidéo. C'est aussi ça l'avantage d'avoir un historique. Alors, est-ce que je suis sur la bonne chaîne? Non. Alors, je vous demande juste un instant, et comme ça, eh bien, ça pourrait être intéressant pour Slamek, si toutefois il voit la retransmission. J'espère que ça va pas couper le direct, le fait d'avoir fait ça. J'espère que non. Bon, on verra bien. Alors, historique. En théorie, je l'ai regardé il n'y a pas très longtemps. Ah, quand même. Voilà, c'est ça. Et ça s'appelle Open Broadcaster Software. Alors, là, j'espère juste qu'on est encore bon. Vous allez me dire. Alors, ça s'appelle Open Broadcaster Software. Voilà. Et à partir de là, donc c'est un logiciel que vous allez pouvoir télécharger qui est gratuit et qui va vous permettre d'enregistrer votre écran ou le jeu ou un certain nombre de choses. Vous pourrez intégrer une webcam, vous pourrez intégrer un micro spécifique. Je ne sais pas si je peux agrandir cette photo. Non, je peux pas, mais ça se passe ici. Donc peut-être je ferai un tutoriel pour expliquer comment faire parce que ça a l'air bien et que ça a l'air gratuit. Apparemment, il y a beaucoup de joueurs qui l'utilisent. Et donc, voilà, ça vous fait une piste supplémentaire pour les personnes qui ont envie d'enregistrer leur écran pour, voilà, Open Broadcaster Software. Je ferai peut-être une vidéo outil à l'occasion. Alors, je continue. Alors, on peut même voir la télé. Alors, Mathilde, bonjour à toutes et tous, je n'arrive pas à mettre flux RSS sur Google Windows 10, merci de me montrer si possible. Alors, malheureusement, Mathilde, je ne vais pas pouvoir vous montrer parce que je ne suis pas du tout au fait de cette chose-là. On en a déjà parlé sur le forum. Le mieux, ce serait que vous puissiez vous rendre directement sur le forum dans le sujet en question. Alors, ça va être pour comment est-ce que vous allez faire. Vous allez vous rendre sur le site, vous allez vous connecter. Et là, à partir de là, Denis et Alexandra ont mis beaucoup d'informations. Vous pouvez taper flux. Donc, vous cliquez sur la lampe qui se trouve en haut à droite. Ici, vous écrivez flux, F-L-U-X, vous appuyez sur la touche entrée et là, vous allez avoir un certain nombre d'informations disponibles. Alors, flux de la formation avec Cédric, est-ce que c'est ça? Je ne saurais pas vous dire. Donc là, si on repart du premier poste. Alors, peut-être que voilà, en lisant les informations qui se trouvent ici, vous aurez la possibilité de savoir comment faire. Alexandra a mis un certain nombre d'informations. Vous pouvez regarder, donc ça, et peut-être qu'il y en a d'autres. 426 vues, non, ça c'est le même. Tout ça c'est le même. Il me semblait qu'il y avait un sujet qui était un petit peu plus fourni, mais peut-être que c'est celui-ci. Si je vais à la page 3. Oui, voilà. Donc vous pouvez regarder ça, ce sujet-là. Peut-être que vous trouverez les informations dont vous avez besoin. C'est vrai que moi j'ai installé J'ai installé sur Google Chrome le petit symbole du flux RSS qui est là. Donc c'est une application que vous pouvez installer par l'intermédiaire des paramètres. Ensuite, vous allez dans Extensions. L'extension s'appelle Extension abonnement RSS par Google. Vous pouvez vous rendre tout en bas et choisir donc plus d'extensions. Et à partir de là, rechercher Extension abonnement RSS par Google. Ici, quand vous allez cliquer sur plus d'extensions. RSS par Google. Voilà, vous appuyez sur la touche entrée pour valider. Est-ce que j'ai partagé mon écran suffisamment bien? C'est pas sûr. Si, c'est bon. Je vais enlever mon visage. Voilà. Donc, à partir de là, c'est l'extension qui se trouve ici. Extension abonnement RSS par Google. Et donc, vous pouvez cliquer sur Ajouter à Chrome. Donc, comme moi, elle est déjà ajoutée, j'ai l'option d'évaluation. Et elle apparaîtra en haut à droite ici. À partir de là, dès lors où vous allez vous rendre sur un site, donc on va prendre le mien pour voir si ça fonctionne. Si j'appuie sur la touche entrée,
Voilà. Donc, je vais descendre un petit peu. J'ai l'icône en haut à droite qui apparaît, et à partir de là, apparemment, j'ai la possibilité de faire des choses. Mais comme je vous dis, je ne maîtrise pas du tout, je ne me sers pas du tout des flux RSS, mais apparemment, eh bien, c'est en cliquant ici, vous allez avoir la possibilité de vous abonner. Mais après, je ne sais pas quelle est la suite à donner. Alors peut-être vous pouvez poser une question aux experts du forum que sont Alexandra et Denis sur les flux RSS, toujours en continuant éventuellement ce sujet sur le flux. Comme ça vous permet d'avoir des infos. Là, je vous ai montré rapidement comment on fait pour l'installer. Cette petite extension sur Google Chrome, mais après, comme je vous dis, je ne sais pas vous expliquer comment on s'en sert, comment est-ce qu'on reçoit les flux, comment est-ce qu'on fait tout ça. Éventuellement, peut-être qu'Alexandra ou Denis pourront vous expliquer cela. Voilà, désolé Mathilde. Denis, juste un retour Cédric, je ne veux pas utiliser de logiciel, j'ai quelques interrogations. CF, le lien de ma capture ci-dessous. J'ai pas vu la capture, Denis. J'ai quelques interrogations. CF, ma capture ci-dessous. Là, Denis, je vois pas ta capture. Pour Mathilde, extension RSS Feed, Reader sous Chrome. D'accord. L'extension RSS Feed Reader est vraiment top. Ah bah voilà, plutôt que d'installer l'extension en question, vous pouvez donc installer RSS Feed Reader, que nous conseillent donc Alexandra et Denis. Ah, j'ai sauté une question, celle de Sébastien. Question bête, c'est quoi la différence entre le FAT32 et le NTFS ? Alors, Sébastien, la différence entre FAT32 et NTFS, qu'est-ce que c'est le FAT32, qu'est-ce que c'est le NTFS ? Ce sont des systèmes de fichiers, c'est-à-dire la façon dont sont organisés les clusters sur un disque dur, c'est-à-dire les petites parties qui constituent le disque dur. Donc c'est tout simplement un système de fichiers qui a des avantages et des inconvénients pour chaque. Le système de fichiers de Windows natif, c'est le NTFS, donc c'est on va dire la façon dont Windows a le plus de facilité à communiquer avec et à interagir de façon le mieux possible, on va dire. Et FAT, après, ce sont des choses qui viennent un peu de l'ancien temps, qui permettaient Enfin, c'était les premiers systèmes de fichiers qui sont devenus un petit peu obsolètes parce qu'ils avaient des limitations. Donc on peut continuer de s'en servir. Le FAT32 par exemple est encore utilisé. Si par exemple vous avez, je prends tout le temps cet exemple-là, mais ça peut être un autre exemple. Mais vous avez un disque dur externe et vous avez envie de transférer par exemple votre musique sur votre console ou sur votre Mac ou sur un autre ordinateur qui n'est pas équipé avec Windows, et bien dans ce cas-là, il faudra le formater en FAT32 pour que les autres périphériques puissent le reconnaître, puissent voir les fichiers qui se trouvent à l'intérieur. L'inconvénient du FAT32, je me souviens plus, mais c'est que vous êtes limité à une taille de fichier qui fait, je crois, 4 gigas maximum. Concrètement, ça veut dire quoi ? Avant, c'était pas vraiment une limitation parce que à l'époque du FAT32, les disques durs les plus gros faisaient 4 gigas, mais maintenant c'est quasiment un film. Si par exemple vous avez ce que l'on appelle un Blu-ray RIP, c'est-à-dire un fichier informatique d'un Blu-ray, c'est un Blu-ray transformé en fichier informatique, eh bien un Blu-ray RIP ça peut peser 20 gigas. Donc 20 gigas, vous ne pourrez pas le mettre sur votre disque externe qui est formaté en FAT32 puisque la taille maximum des fichiers qui peuvent être contenus sur un support dont le format est FAT32, c'est 4 gigas. Donc vous ne pourrez pas transférer des fichiers qui font plus que 4 gigas. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas transférer 20 gigas, mais il faudra que dans ces 20 gigas, les fichiers soient individuellement inférieurs à 4 gigas. J'espère que j'ai été suffisamment clair. Donc voilà, c'est notamment une des restrictions du FAT32. Je ne les connais pas toutes exactement, mais c'est celle-là qui est pour moi la plus pénible. Et je crois que voilà, Windows préfère vraiment le NTFS pour ce qui est du rangement, pour ce qui est de la rapidité. Donc voilà, si vous avez un disque dur externe et que vous savez que vous n'allez l'utiliser que sur Windows, eh bien je vous conseille de le formater en NTFS.
Et si vous dites que vous allez peut-être aller sur d'autres systèmes, comme des systèmes Mac, si vous avez des amis qui ont un Mac et que vous avez envie de leur transférer des choses que vous avez sur votre ordinateur, vos images ou ce genre de choses, il faudra dans ce cas-là utiliser une partition en FAT32. Voilà Sébastien, j'espère avoir été suffisamment clair. Je sais qu'il y a d'autres restrictions, mais je ne les connais pas toutes par cœur. Comme je vous disais, vous pourrez trouver facilement ça sur Internet. On pourrait regarder d'ailleurs, si on a un peu de temps. Tania, j'ai un aperçu de vos vêtements et j'ai l'impression qu'en ce moment, la température dans votre région n'est pas plus élevée que dans le nord, Tania. Alors, c'est mon petit pyjama, c'est ma veste dans laquelle je suis bien. Je suis fatigué, donc j'ai pas très chaud, mais il fait suffisamment chaud pour être en t-shirt. J'ai un t-shirt en dessous, et c'est surtout que j'ai pas encore mis le chauffage, donc il fait une température très très correcte. Hein, j'ai pas froid aux doigts, donc il n'y a pas de souci. Je dirais qu'il fait 20-22 degrés, mais c'est juste que là, voilà, c'est plus confortable. J'ai ma petite chaleur qui est là. Voilà, c'est la fatigue, je suis quand même un peu fatigué, c'est vrai que c'est fatigant ces demandes à Cédric et je dors très peu, donc au final ça fait beaucoup de contraintes. Allez, Lucien, rebonjour Cédric, attention, je me lance. Est-ce que c'est compliqué de faire une copie d'une ancienne clé USB sur une neuve ? Merci. Alors, Lucien, c'est très facile en théorie. Pourquoi en théorie ? Si c'est une clé que vous avez préparée spécifiquement pour Windows 10 par exemple, là ce sera un petit peu plus compliqué parce que vous n'allez pas pouvoir faire une copie des fichiers vers la nouvelle clé et que votre nouvelle clé soit ce que l'on appelle bootable. C'est-à-dire que lorsque vous allez la mettre sur votre ordinateur au démarrage, elle va être capable d'avoir une sorte de mini système d'exploitation pour fonctionner. En revanche, si ce sont juste des fichiers, c'est-à-dire que vous avez par exemple une clé USB qui faisait 4 Go, vous avez mis beaucoup de vos photos et au final vous vous apercevez bien que cette clé est désormais trop petite, vous avez acheté une clé de 8 Go et vous aimeriez bien avoir les informations qui étaient sur la première pour les mettre sur la deuxième. Dans ce cas-là, c'est très très simple. Je vais vous montrer comment ça se passe. Il suffit de faire un copier-coller. Alors, je vais simuler moi avec mes disques durs, mais vous, ce sera pareil. Si vous mettez deux clés USB, c'est comme si vous aviez par exemple ici D et E qui apparaissent. Donc, si j'ai envie de copier quelque chose sur D et de le mettre vers E, eh bien, il va me falloir un point A et un point B. Vous pouvez procéder différemment, mais j'aime bien montrer de cette façon. C'est-à-dire, vous avez ici votre ancienne clé USB qui est D, d'accord ? Donc je vais double-cliquer dessus pour l'ouvrir. Donc comment est-ce que je réussis à avoir ça ? Je fais Windows plus E et j'ai l'explorateur de fichiers. Vous pouvez également cliquer sur le menu démarrer et cliquer sur l'explorateur de fichiers qui se trouve désormais ici. Donc là, admettons que ce soit votre première clé USB. Donc vous cliquez 2 fois dessus. Là, vous allez arriver dedans et vous avez son contenu. Ensuite, vous allez cliquer à nouveau sur l'explorateur de fichiers pour faire apparaître une seconde fenêtre. Donc là, elle vient d'apparaître en premier plan. Donc vous allez pouvoir la décaler par rapport à la première pour pouvoir voir les deux. L'idéal, ce que je vous conseille, c'est d'appuyer, lorsque vous êtes sur cette fenêtre-ci par exemple, vous appuyez sur la touche Windows. Ensuite, vous appuyez sur la flèche gauche, je vais y arriver, de votre clavier et votre fenêtre va se mettre à gauche. Ensuite, vous sélectionnez la seconde fenêtre, vous appuyez sur la touche Windows, vous cliquez sur la flèche de droite, et là, votre fenêtre va se mettre à droite. Donc, une fois que vous avez réalisé ces manipulations, vous avez la possibilité donc d'avoir votre point de départ qui se trouve à gauche et votre point d'arrivée qui se trouve à droite. Donc, on va dire que ici, c'est par exemple le disque dur 1,5. Donc, vous cliquez ici, donc ça, c'est votre seconde clé USB. Donc là, vous avez votre première clé USB, là, vous avez votre seconde clé USB, et il vous suffira simplement, si vous le souhaitez, de copier quelque chose. Donc là, je vais me rendre ici, par exemple. Vous prenez ce fichier-là, mais vous pouvez très bien prendre un dossier complet, c'est juste que ça, c'est un petit peu lourd, donc je ne vais pas forcément le faire. Vous faites un clic droit, vous choisissez copier. Ensuite, vous sélectionnez votre autre clé USB, ici, vous faites un clic droit, et vous choisissez coller. Et là, eh bien, le fichier qui était sur votre première clé USB va arriver sur votre seconde clé USB. C'est
aussi simple que ça, surtout quand on sait le faire. Voilà, si j'ai été un petit peu rapide, vous pourrez regarder la retransmission en mettant la vidéo soit en vitesse réduite, soit en prenant des notes, soit en mettant sur pause. Voilà Lucien, n'hésitez pas à me demander des précisions si toutefois vous en avez besoin. Mais dans les grandes lignes, c'est ça, c'est très simple. Vous mettez votre première clé USB, votre deuxième clé USB, vous vous assurez d'avoir un point A, un point B, votre point A étant votre première clé USB, votre point B, votre seconde clé USB, et vous copiez comme ça d'un endroit à un autre. Voilà Lucien, j'espère que ces informations vous auront été précieuses et que vous pourrez réaliser ces manipulations. Alors, Denis, la capture. Très bien, si je clique, qu'est-ce qui va se passer? Très bien, parfait. Alors, est-ce qu'on est bon? Je vais enlever mon visage. On est bon, là, ça je vais l'enlever, et ça je l'enlève. Voilà. Alors, donc ça, c'est les partitions de votre disque dur. Donc, comme je l'expliquais auparavant, vous pouvez voir sur la capture que nous avons ici, qui est les partitions de Denis, il a un disque dur physique. Vous voyez, dans le gestionnaire des disques, il a son disque 0 et ensuite, il y a le CD-ROM. Donc, il a dans son ordinateur un disque physique. Donc, vous voyez, il y a un certain nombre de partitions qui sont là, qui ne sont pas forcément allouées, qui ne sont pas forcément disponibles, qui ne sont pas forcément utilisables et utilisées. Donc là, il a bien son système qui est ici. Et il a donc la partition de recovery qui est donc sur D, qui est caché. Non, qui n'est pas caché d'ailleurs. On doit la... Peut-être elle est cachée. C'est surprenant qu'il y ait une... Ah oui, non, il doit l'avoir, puisqu'il y a une lettre d'attribué, donc elle apparaît dans Windows. Donc là, c'est sa partition de restauration, si toutefois il devait revenir à son état d'usine. Et puis là, il y a des partitions qui se sont créées, soit qui étaient déjà là, soit qui se sont créées quand Denis a fait sa réinstallation. Donc là, Denis... Concrètement, ce que tu dois faire, c'est, si tu veux repartir de zéro, je ne sais pas si tu auras la possibilité directement quand tu feras ton installation de Windows. La question que je te pose d'ailleurs, je peux même te la poser, vu que tu as fait ta réinstallation, tu dois pouvoir me répondre. Quand tu as réinstallé ton Windows 10, est-ce que tu voyais ces partitions-là et que tu n'as pas osé les effacer ? Ou est-ce que tu ne voyais pas ces partitions-là? Parce que si tu ne voyais pas ces partitions-là, il est possible qu'il y ait certaines partitions qu'il faille effacer avec ce que l'on appelle diskpart. Donc diskpart, on peut l'obtenir en faisant un clic droit sur le menu démarrer, en choisissant invite de commande en mode administrateur. Et à partir de là, il faut taper donc diskpart, D-I-S-K-P-A-R-T. Appuyez sur Entrée, là diskpart va se lancer. On sait que diskpart s'est lancé parce qu'il est là. Et à partir d'ici, il faudra faire quelques manipulations. Là, je ne vais pas pouvoir les faire parce que je voudrais pas rentrer dans le processus de mes disques durs puisqu'ils sont en train d'être utilisés pour enregistrer le direct, mais il faut faire un certain nombre de manipulations pour pouvoir effacer certaines partitions. Si tu vois qu'en faisant ta réinstallation, tu n'as pas pu effacer certaines partitions, il faudra que tu le fasses avec diskpart, tu n'auras pas le choix. Donc il faudra que tu fasses un diskpart avant et ensuite que tu fasses ta réinstallation. En théorie, tu devrais voir les partitions quand tu vas faire ta réinstallation, mais si tu t'aperçois qu'il y a encore ces partitions-là, il faudra le refaire si tu veux vraiment que ce soit fait proprement. Et après, voilà, ce que je te conseille, c'est vrai que tu as un disque dur qui doit faire 750 Go, je pense, une fois formaté 698. Voilà, si... je vais y arriver. Si tu n'as pas forcément besoin de l'espace, je te conseille d'investir dans un SSD. Les prix ont bien chuté et tu verras vraiment une différence incroyable sur ton utilisation quotidienne. Voilà Denis. Bon, je crois que... Oh là. Ah oui, ça c'est bon. Je me demandais si j'avais pas perdu le flux. Alors, y a-t-il d'autres questions? Lucien, merci Cédric, c'était très clair, mais par sécurité, je visionnerai la rediffusion. Parfait. Le mieux, c'est quand vous avez un doute, vous regardez la diffusion tranquillement, vous mettez une pause, vous faites des notes sur les manipulations, éventuellement vous revenez dessus,
Et l'avantage, c'est qu'avec la retranscription que fait mon père, donc là ça arrive au fur et à mesure, vous avez la possibilité, donc dans les demandes à Cédric, voilà, par exemple j'ai intégré la retranscription du demande à Cédric numéro 27, celui de mardi. Voilà, donc l'avantage c'est que vous savez à quel moment la question a été posée et à quel moment vous devez regarder la vidéo. Ça vous évite d'avoir à re-regarder toute la retransmission. Donc là vous patientez quelques jours, la retranscription devrait arriver et voilà, ça vous permettra de ne pas avoir à re-regarder toute la vidéo. Surtout que je me souviens plus à quel moment j'ai répondu. Là on est à 54 minutes mais... Voilà Lucien, en tout cas, en théorie, vous devriez vous en sortir. C'est des manipulations qui sont relativement faciles si vous les prenez étape par étape. Alors, Denis, je ne voyais D, mais n'ai pas osé la supprimer. Alors, je voyais D, mais n'ai pas osé la supprimer lors de la réinstallation propre de Windows 10. Oui, d'accord, je comprends, Denis. D'ailleurs, c'est un bon réflexe d'avoir eu ça. Dans le doute, s'abstenir, il vaut mieux la laisser, il vaut mieux, voilà, je sais pas si elle est encore fonctionnelle, mais en tout cas, voilà, vous avez bien fait de la laisser à la première fois. Maintenant, si vous avez... Si vous n'en avez vraiment plus besoin, voilà. Et puis le fait de changer de disque, ça vous éviterait d'avoir à prendre ce genre de décision. Moi, je pense que c'est ce que j'aurais fait si... voilà, après, c'est vrai qu'on n'a pas forcément envie de racheter un 750 Go pour un portable, parce que ça doit quand même être un peu cher. Mais voilà, moi, c'est vrai que la première chose que je fais, c'est que je mets un SSD. Je préfère avoir un SSD, par exemple, sur un ordinateur portable, ce qui est mon cas sur mon ordinateur portable qui se trouve là-haut. J'ai mis un SSD de 256 Go et j'ai acheté un disque dur externe, voilà, qui est ici, qui fait un Tera, sur lequel je stocke les choses, et au moins j'ai un SSD sur mon disque dur portable, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a connu le SSD, c'est difficile de revenir sur un disque dur classique. Voilà Denis. Alors Morissette, Cédric, où se trouve la vidéo de Alex Raymond? Merci. Alors la vidéo de Alex Raymond se trouve sur le forum. Je sais pas si... Oui, elle est là. Et donc c'était concernant la question de Florence sur la mise en veille. Est-ce qu'on va trouver ça facilement? Mise en veille. Surtout si je l'écris mal. Voilà. Bouton veille et veille prolongée. Vous cliquez ici et à partir de là, vous allez arriver le tuto de Raymond qui se trouve ici. Vous pouvez cliquer. Et là, eh bien, vous entendrez la voix de Raymond et son partage concernant Florence. Voilà Morissette, vous savez tout. Allez, où est-ce que j'en suis? C'est bon? Ah, j'ai peut-être pas bien montré. Je vais remontrer du coup. Donc, je recommence. Vous venez sur le forum. Vous vous connectez, évidemment. Ensuite, quand vous êtes là, vous cliquez sur l'ampoule en haut. Vous tapez veille, V-E-I-2-L-E. Vous appuyez sur entrée. Et là, vous cliquez sur bouton veille et veille prolongée. Et là, ah, voilà, ok, j'avais pas vu le visage de... Mais Alexandra a déjà posté, c'est incroyable. Et là, à partir de là, eh bien, vous aurez la possibilité de cliquer ici. Voilà. Morissette, vous savez tout. Il est 15h55, je vais voir si vous avez encore quelques questions, et puis après, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. De toute façon, on se verra pour ceux qui seront là demain à 11h. Demain de 11h à midi, donc je vais mettre le réveil. Non, c'est faux, parce qu'en ce moment, je ne sais pas pour quelle raison, tous les matins, je suis réveillé à 6h. J'aimerais bien dormir, mais je ne peux pas. C'est très étrange. Bon, ça me permet de travailler, c'est pas plus mal. Voilà, allez, pas de nouvelles questions. En théorie, tout le monde, j'ai répondu aux questions de tout le monde. J'espère que je n'ai pas sauté une ligne, parce que c'est vrai qu'avec le chat, des fois, c'est plus compliqué. En tout cas, on a eu le temps de prendre son temps aujourd'hui. Il n'y avait pas trop de questions qui arrivaient dans le fil. Je vous dis donc à demain. On va finir un petit peu plus tôt, pardon.
J'ai le nez qui me démange. On va finir un petit peu plus tôt aujourd'hui. Et puis, on se dit demain à 11h. Merci d'avoir suivi ce Demande à Cédric numéro 30. Et si vous regardez cette retransmission depuis YouTube et que vous n'avez pas pu assister au direct, n'hésitez pas, sous le lien de la vidéo, sous la vidéo, il y a un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour arriver sur le site et ainsi vous inscrire pour accéder aux vidéos gratuites. Allez, bonne fin de journée et à demain. Merci, au revoir.